faut donc reconstruire au lendemain de la guerre. Donc on a un secteur d'activité qui est relativement artisanal. Les travaux dans le bâtiment sont des travaux qui sont encore faits sur mesure, qui sont tributaires encore des saisons, donc un travail saisonnier. On a très peu de travail en série, très peu de travail à la chaîne, donc une activité qui est essentiellement artisanale. Comment faire dans ces conditions? Il y a une solution qui apparaît à tous comme assez naturelle, qui est d'industrialiser le bâtiment. Alors quels sont les moyens qui sont à la disposition à ce moment-là pour industrialiser le bâtiment? Il y en a globalement 5. Le premier, c'est la normalisation. La normalisation du bâtiment, c'est-à-dire une normalisation essentiellement dimensionnelle qui va permettre, avec des mesures communes, d'assembler différents éléments qui vont pouvoir être montés sur le chantier très rapidement. On va voir que la normalisation est un chantier qui va être lancé surtout pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime de Vichy, qui va l'imposer de manière autoritaire. C'est également la recherche scientifique appliquée aux matériaux et à leur production. On a tout un ensemble de différents laboratoires qui vont se développer à partir de 1945, qui existent déjà avant, mais qui se développent énormément à ce moment-là. C'est l'organisation rationnelle du travail, calquée justement sur la chaîne de montage, on essaye d'avoir des ouvriers qui réalisent une seule tâche et pas plusieurs tâches. C'est également la mécanisation du chantier, qui est relativement faible jusqu'à là, mais qui va, notamment grâce au plan Marshall et aux échanges avec les États-Unis, qui va permettre en fait au bâtiment de se mécaniser très, très largement avec des engins, des grues, etc. Et puis c'est un dernier thème qui est très important sur lequel je vais revenir, ce qui permet d'introduire en fait l'opération d'Orléans, c'est la préfabrication, qui va être en France une préfabrication essentiellement en béton. Alors venons-en à présent à la reconstruction d'Orléans. Une reconstruction fondatrice. Pourquoi fondatrice? Pour deux raisons. On va très vite parler, je crois que c'est Abraham qui parle d'Orléans comme d'une ville cobaye, une ville test, une ville expérimentale. Une ville fondatrice, enfin une reconstruction fondatrice, d'abord parce que c'est une des premières reconstructions françaises qui a lieu donc, très vite, tout de suite, puisque comme le rappelait Mme Trébaol, le remembrement, le plan de reconstruction va être établi pendant la guerre. Donc dès 1944, en fait, on va pouvoir nommer un architecte en chef qui va entamer la reconstruction très rapidement. Et puis, fondatrice également un autre titre, puisque c'est une opération qui va être à la pointe de l'expérimentation technique et constructive. Il y en aura d'autres comme ça, mais je dirais que Orléans fait partie des reconstructions absolument emblématiques à ce moment-là, je dirais avec Le Havre, avec des villes comme Maubeuge ou Royan, qui pour des raisons différentes développent des aspects tout à fait fondateurs et emblématiques de cette période-là. On a à peu près près de 700 immeubles qui sont détruits et autant qui sont endommagés. Donc dès 1941, un plan de reconstruction est mis en place par l'architecte urbaniste Jean Royer et par l'ingénieur des ponts et chaussées Jean Kérisel. Donc dans la foulée, dès 1942, on entame le déblaiement. Le remembrement est mis en place. On a quelques images ici de ce remembrement qui est focalisé sur les 4 premiers îlots du centre reconstruit, îlots sur lesquels je vais développer mon intervention. Et puis, il faut attendre ensuite la libération pour entamer vraiment la reconstruction de manière opérationnelle, de manière concrète. Orléans est libéré en août 1944. Et dès le mois de décembre, donc en novembre, on a la création du MRU, et dès le mois de décembre, Paul Abraham, architecte, est nommé architecte en chef de la reconstruction. Abraham, c'est quelqu'un qui va être très impliqué pendant la guerre sur tous les travaux de normalisation qui vont être lancés dès 1941 sous Vichy. La normalisation d'un bâtiment, c'est quelque chose qui naît après la Première Guerre mondiale.
qui va se développer notamment avec la création de l'AFNOR en 1926, mais qui est finalement qui va très peu se diffuser dans le bâtiment. Les architectes, les industriels, les entrepreneurs sont assez rétifs à utiliser la normalisation. Vichy y voit, à juste titre, un prélude au développement d'une véritable industrialisation du bâtiment. Il n'y a pas d'industrialisation possible sans normalisation, sans donner des dimensions qui vont permettre à différents éléments du bâtiment de s'assembler entre eux, des mesures communes dans le bâtiment. Donc là, c'est tout un programme. C'est un peu le programme que va suivre Abraham à Orléans. On y voit ici, dans la préfabrication, les notions de série, de précision, de simplicité, de rapidité d'exécution, de qualité constructive, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours cette image très négative des constructions préfabriquées. Pourtant, la préfabrication ici, c'est un gage, en tout cas les architectes la voient comme un gage de qualité. Et puis, évidemment, d'économie. 4 arguments militent en sa faveur. D'abord, on y voit un moyen d'améliorer les conditions d'exécution. Donc l'idée, c'est d'aller construire en atelier, en usine, les différents éléments du bâtiment, les planchers, les fenêtres, etc., les portes, les cloisons, de manière à donc à les construire, à les monter, à les fabriquer dans les meilleures conditions possibles, les transporter sur le chantier et réduire le chantier finalement à un lieu de montage, comme on le voit ici sur cette image, où les ouvriers pourraient, sans expérience particulière, sans compétences, donc des ouvriers non qualifiés, pourraient venir monter très simplement. Ici, on voit ces éléments qui peuvent être boulonnés, qui peuvent être mis simplement avec quelques outils, et monter très facilement, très rapidement. On y voit également un supplément de qualité constructive. La construction préfabriquée, c'est une construction dans laquelle on utilise juste les matériaux qu'il faut. Donc il y a l'idée, c'est une idée d'optimisation par la forme, avec la volonté d'utiliser le minimum de matériaux. On est, rappelez-vous, dans une période de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi de matériaux, de matières premières, et donc il faut réaliser des choses avec très peu de matière. Abraham va théoriser ce nouveau mode de construction, puisqu'il publie en 1946 un véritable best-seller qui s'appelle L'architecture préfabriquée, et dans lequel il va énoncer comment lui il voit la préfabrication. C'est un livre qui va avoir une très très grande influence, puisque sa manière de penser la préfabrication et la construction industrialisée va être celle qui va être adoptée finalement en France dans les années 50 et 60. Il va y présenter d'ailleurs l'opération d'Orléans, puisque ce livre est publié en même temps qu'il construit les îlots orléanais. Il présente dans ce livre les différentes techniques qui vont être utilisées à Orléans. En 1945, moins de 10% des habitations sont pourvues d'une salle de bain. Le premier îlot qui est réalisé, qui est l'îlot expérimental, qui est le cobaye parmi les cobayes, c'est l'îlot 4, qui va être le tout premier. Suite à la visite du ministre d'Autry en août 1945, on décide d'étendre l'expérience à 3 îlots voisins, qui sont l'îlot 1, 2 et 5 que l'on voit ici. Donc les premiers dessins de Braham montrent en fait une volonté de venir en continuité de la vie historique. La référence à l'îlot est maintenue, mais un îlot qui n'est pas l'îlot du 19e, c'est un îlot ouvert, largement aéré, désenclavé. On va en profiter pour élargir les rues, pour les rectifier, pour créer parfois des rues qui n'existaient pas. L'idée, c'est un peu les idées hygiénistes de l'entre-deux-guerres, plus de confort, plus de lumière, plus de verdure à travers les cœurs d'îlots. Et donc derrière une facture relativement traditionnelle de ces immeubles, qui s'intègrent parfaitement au paysage du centre-ville, les premiers îlots de la reconstruction d'Orléans dissimulent finalement très bien leur caractère constructif et technique profondément novateur. Les différents procédés qui sont utilisés à Orléans sont issus en fait d'un concours qui avait été organisé en 1943 par le Commissariat technique à la reconstruction immobilière, qui était un concours intitulé « Concours en vue de l'amélioration des procédés de construction des bâtiments d'habitation » et qui viennent en quelque sorte en prolongement des travaux de normalisation. Donc l'idée d'Abraham, c'est d'utiliser en quelque sorte les matériaux locaux sur place le plus possible.
Il dit le principal avantage économique de la maçonnerie, parce qu'il va faire appel à la maçonnerie, c'est la propriété, de passer de la nature à l'immeuble, à peu près sans transformation, de façon absolument directe et pour ainsi dire immédiate. Le sable étant abondant à Orléans, à la Loire qui est à côté, on fera un large emploi du béton de sable. Donc les murs qu'il préconise, ce seront des murs porteurs, relativement épais, en béton banché, donc une technique relativement traditionnelle, mais qu'on va moderniser à travers la préfabrication des banches. Traditionnellement, les banches sont des éléments en bois, on coupe le béton qu'on tasse, et une fois que c'est sec, on enlève les banches. Ici, les banches sont des éléments préfabriqués qui vont permettre de faire le parement à la fois extérieur et intérieur de l'immeuble. Donc c'est une technique, finalement, il fait une synthèse entre des modes de construction traditionnels et des modes de construction préfabriqués, totalement modernes et novateurs. Alors comment ça marche? On voit ici, une vue en fait intérieure d'un mur type, c'est un prototype qui est réalisé avant la reconstruction. Le mode de montage est assez ingénieux en fait, puisqu'il permet de se passer d'échafaudage. On a une construction qui va se faire directement depuis les différents planchers, sans recours à des échafaudages, avec une main-d'œuvre non qualifiée, de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Une autre dimension très importante de cette reconstruction, c'est pas seulement le gros œuvre, c'est aussi la question des équipements. Comme pour le reste de la construction, ils obéissent à la même volonté d'en finir avec les façonnages sur le tas, particulièrement nombreux en matière de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation. La solution consiste ici en fait à regrouper l'ensemble des équipements autour d'un bloc haut, afin d'en rationaliser à la fois la distribution, la fabrication et le montage. Alors cette idée, elle n'est pas tout à fait neuve. L'idée d'un noyau mécanique de la maison qui réunit l'ensemble des installations sanitaires de l'habitation date des années 20 de l'entre-deux-guerres. Voici le bloco tel qu'il est mis en œuvre sur le chantier d'Orléans. Donc cette installation est complétée par une gamme étendue d'appareils sanitaires, ballon d'eau chaude, baignoire, cabine de douche, bidet, bac à laver, etc. Mais aussi, donc, côté cuisine, appareil de cuisson, réfrigérateur, table de travail, lessiveuse, armoire de cuisine. Tout cela étant fabriqué en grande série et venant directement s'intégrer aux blocaux. Donc on a ainsi des blocs toilettes, des blocs douches entièrement équipés. L'idée c'est vraiment de confectionner ces éléments en usine et de les amener sur le chantier et de les monter très simplement. Voici ce que ça donne côté cuisine. On a ces différents éléments. Alors ça peut paraître relativement anodin aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de courant, qu'on voit partout. Mais à l'époque, c'est vraiment novateur. Comme je le disais tout à l'heure, les salles de bain dans des logements, à cette époque-là, c'est un véritable luxe, quoi. Ça va devenir la norme plus tard, dans les années 60, mais à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Et c'est un confort qu'on n'avait absolument pas dans les immeubles du centre reconstruit d'Orléans et d'ailleurs. Voilà, voici quelques images de cette reconstruction. On voit que ces immeubles ne sont pas seulement une expérimentation technique, mais une authentique expérience d'architecture, si on prend les mots d'Abraham. Pour lui, l'usage de la normalisation a des effets esthétiques évidents. Ils permettent de donner une certaine unité à la reconstruction, une certaine harmonie, une unité architecturale, mais aussi une unité urbaine, qui est immédiatement perceptible dans le centre reconstruit aujourd'hui, et tout en permettant aussi une diversité à travers des jeux, à travers des formes convexes ou concaves, comme on le voit ici, des angles, à travers l'utilisation de différents types d'ouvertures. On a tout un jeu de mode et nature, de diversité qui ne rend pas uniforme ces ensembles d'habitations. C'est un argument qu'on retrouve par exemple dans la reconstruction du Havre, de Perret, ou à Maubeuge, où l'URSSAF utilise des éléments préfabriqués unitaires qui permettent de donner une harmonie à l'échelle urbaine. Les cœurs d'îlots, qui sont des espaces de grande qualité, qui sont assez typiques à Orléans. Je ne connais pas ce type-là ailleurs, avec cette générosité d'espace.
Alors qu'en est-il, pour finir, de la reconstruction aujourd'hui de ces bâtiments? Je l'ai dit, une volumétrie, une échelle très homogène par leur architecture. Ces îlots confèrent au quartier de Courtreville une grande unité. L'examen attentif des différents îlots permet de constater qu'aujourd'hui, les immeubles qui les composent sont dans l'ensemble assez proches de leur état d'origine. Leur excellente tenue, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, atteste d'une grande qualité constructive. Cependant, si ces bâtiments ont connu jusque-là peu de transformations, ils arrivent après plus de 60 années d'existence au terme d'un premier cycle qui impose d'entreprendre leur réhabilitation. Cette tâche doit s'effectuer dans le respect de la valeur urbanistique, architecturale et technique de ce patrimoine exceptionnel issu de la reconstruction. Alors ce patrimoine, d'un point de vue légal, a une première reconnaissance qui est la création de la ZPPAUP en 2008, qui détermine 7 secteurs, dont un qui est consacré au quartier de la reconstruction, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est la partie en fait en jaune que l'on voit ici, et dont on reconnaît désormais que le bâti qui le compose forme, je cite, un tissu homogène d'une grande valeur d'ensemble, dans lequel les bâtiments possèdent également une valeur propre. Si on zoome un peu sur ces premiers îlots qui sont reconstruits, on voit qu'à ce titre, les 4 premiers îlots qui nous concernent ne font l'objet d'aucun classement, mais sont considérés par la ZPPAUP comme relevant de bâtiments de grand intérêt architectural. C'est des bâtiments que l'on a en couleur rouge. Personnellement, je pense qu'il faut aller plus loin, qu'on pourrait envisager l'inscription de ces 4 premiers îlots du centre-ville et qu'on pourrait envisager également le classement de l'îlot 4, qui est un témoignage absolument unique des techniques de reconstruction utilisées dans l'après-guerre. Mais allons plus avant et entrons à présent dans la matérialité de ces îlots, en abordant successivement le cas spécifique des enveloppes, les murs de façade, les ouvertures, les intérieurs, c'est-à-dire les parties communes et les logements, et les aménagements extérieurs, à savoir les cœurs d'îlots. D'un point de vue architectural, on peut signaler la remarquable diversité des ouvertures de façade sur l'ensemble des îlots, et ceci en dépit de la normalisation rigoureuse que se sont imposées les architectes. On a des dimensions très différentes, à 1, 2, 3, 4 travées, différents types d'ouvrants, à la française, à guillotine, basculante. On a différents types de vitrages, des vitrages simples transparents, opalescents, des vitrages armés. Donc on a vraiment toute une richesse de matériaux, de mode et nature, de dimensionnement qui donne cette qualité à ces façades et qu'il ne faudrait pas perdre en changeant tout cela. Ces ouvertures circulaires qui sont typiques d'Abraham, qu'on retrouve par exemple dans les sanatoriums des années 30, ces systèmes de claustra qui s'inspirent de Perret, ces petites ouvertures, ces aérations en façade qui sont autant d'éléments caractéristiques et qui donnent beaucoup de qualité à ces façades. Les portes d'entrée qui sont toutes différentes dans ces îlots, qui sont autant d'éléments de ferronnerie extrêmement bien dessinés. Elles sont en général toujours à deux vantaux, largement vitrées, pour faire entrer la lumière dans les halls d'entrée. Tout ça est à conserver, bien évidemment. Les espaces communs sont de grande qualité, en excellent état la plupart du temps, proches de l'état d'origine. On a une qualité dans la richesse, dans les matériaux, le raffinement de leur mise en œuvre. On voit ici l'usage du bois verni, des sols en pierre, une main courante extrêmement bien dessinée, l'intégration d'éléments comme les radiateurs. Alors pour conclure en quelques points, très rapidement, on peut dire qu'Orléans est une opération emblématique de la reconstruction française. J'espère vous l'avoir démontré. Elle est effectivement l'un des tout premiers chantiers d'expérience du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. C'est une opération qui est représentative des innovations techniques et constructives immédiates après-guerre et fondatrice de l'industrialisation du bâtiment au lendemain de la guerre. C'est une œuvre majeure de l'un des plus éminents architectes français de l'époque, Paul Abraham. C'est un ensemble exceptionnel offrant des qualités, aujourd'hui des qualités architecturales, urbaines, paysagères et d'habitabilité remarquables. Enfin, c'est un patrimoine particulièrement bien construit qui bénéficie d'une authenticité préservée. Donc on a là effectivement l'occasion, encore aujourd'hui, c'est le moment d'intervenir sur ces îlots, parce que peut-être que dans quelques années, avec le changement de population, on a encore beaucoup de personnes âgées qui vivent dans ces îlots. On risque d'avoir dans les années à venir des transformations beaucoup plus lourdes
que ce qu'on a pu vivre jusque-là. Et donc c'est le moment de s'interroger sur le devenir et la réhabilitation de ces îlots.